La biomécanique, c'est l'étude de la mécanique du vivant. Mhm. C'est les mêmes lois. C'est les mêmes lois que pour la mécanique du non-vivant. Donc, tu sais, quand tu es un mécanicien, quand tu es un ingénieur, tu étudies la mécanique. Alors, il y a la mécanique des solides et puis la mécanique des fluides. Et la mécanique biologique, c'est la même, sauf qu'en mécanique humaine, la construction, les constructions humaines, y a pas ça ne se régénère pas. C'est nous qui sommes obligés de reconstruire. La mécanique biologique, elle se régénère, tu vois, elle-même. C'est ça l'avantage. Alors que la mécanique construite par les hommes, elle est soumise justement à des systèmes d'usure sans régénération. Donc on change les pièces. Que chez le vivant, les pièces, dans le vivant, les pièces se réparent automatiquement toutes seules. C'est la merveille du vivant. Jusqu'à un certain moment où elles se réparent de moins en moins bien, tu dégénères et tu meurs. Mais en général, c'est ça. Tu vois, et c'est les mêmes lois. C'est pour ça que j'avais été opposé aux zététiciens qui m'ont attaqué sur le dos rond. Je leur ai dit, vous n'avez aucune notion de mécanique. Il m'a dit, source. Il dit, tu ouvres un livre de mécanique et les lois de la physique qui sous-tendent les lois de la mécanique sont les mêmes pour tes vertèbres que pour un pont, que pour le reste, hein, même si souvent progressif. La résistance des matériaux, la résistance moléculaire est connue et on sait où on va péter. Tu vois qu'ils n'ont aucune notion de rond. Le dos rond peut le faire, non. Le dos rond, jusqu'à là, il n'y a pas de problème, sauf problème blessure, malformation congénitale, problème génétique. Non, congénital, pas forcément génétique. Donc, ils n'ont pas compris qu'il y avait des règles qui étaient là pour tout le monde et que les règles de la mécanique et de la physique s'appliquent aussi au corps humain, et pas uniquement aux objets morts. Voilà. Bon, c'est clair et net, il y a de plus en plus ce sujet sur les réseaux. Bon, ça date d'il y a quelques mois déjà. Et ce sujet du soulevé de terre dos rond, comme quoi on pourrait arrondir le dos sans conséquence et que ça permettrait d'être plus fort et qu'au niveau des blessures, on ne risquerait rien. Clairement, c'est un sujet qui a la vie dure et je voulais qu'on en parle aussi à deux durant ce podcast. Donc, on m'a posé bien sûr cette question, est-ce que, et plutôt pourquoi le soulevé de terre dos rond ne serait pas dangereux selon les dires qu'on peut entendre? On va en parler un petit peu après. Clairement, il faut vous dire déjà que votre dos, il a une certaine courbure, du moins il a plusieurs courbes. On a la lordose lombaire, la syphose thoracique, etc. Donc, il faut vous dire que si votre dos il est fait d'une telle manière, c'est comme une articulation. Si votre articulation elle fonctionne de telle ou telle façon, c'est qu'il y a une raison et qu'il ne faut pas aller contre cette façon. Donc toi, je sais Fred que c'est un sujet qui te tient à cœur et où tu as vraiment ton point de vue tranché, ton point de vue qui est le mien aussi. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Déjà que le soulevé de terre dos droit, c'est dangereux. Donc, t'imagines le soulevé de terre dos rond, c'est encore plus dangereux. Donc, on ne fait pas de soulevé de terre dos rond. On peut en faire en léger. Après, la résistance des matériaux fait que tu arrives très vite à une limite, tu vois, et que ça va péter. Ce sont des disques. Un disque, on te le passe tout le temps, tout le monde le sait. Il n'y a que ces connards qui disent ça. Bon, là, tu as une belle hernie, on va le prendre dans l'autre sens. Tu vois, bon, là, c'est une vertèbre. Donc, si tu appuies, si le dos s'arrondit, ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant. Alors, c'est pas. Là, c'est ce que tu touches dans le dos. Quand tu touches le dos, tu touches ça et tu vois que la colonne vertébrale, elle est bien à l'intérieur de la cage thoracique en vérité. Tu ne touches pas tout de suite les vertèbres. Mais quand tu arrondis le dos, tu vas faire une pression antéro-postérieure qui va faire gicler, bien sûr, qui peut faire gicler le noyau pulpeux à l'intérieur. Ne pas comme ça. Il faut déjà avoir des fragilités ou être un peu vieux et avoir une dégénérescence progressive du disque. Mais à certains poids, même en bonne santé, si tu es très lourd, tu peux l'abîmer. C'est limité puisque tu n'as pas d'os qui vont bloquer le mouvement. C'est juste des ligaments. Quand ça va s'étirer comme ça, tes penchants d'avant, au niveau du rachis lombaire, c'est juste des ligaments et des muscles qui maintiennent. Donc, c'est évident que si tu as un poids très lourd, comme les mecs emportent maintenant, tu as bien vu que Eddie Hall, il monte à plus de 500 kilos. Et il y a Thor la montagne qui est passé à 502. Mais je préférais celui de Eddie Hall. Il était plus beau,
son soulevé de terre. C'est des monstres, tu vois, c'est des mecs à 500. Ah oui, non, mais c'est clair, faut remettre en contexte. Franchement, c'est des performances abusées. Il y en a peut-être 3 dans le monde, ou 2 peut-être, qui font plus de 500. C'est clair. Atteint 500 kilos, hein, c'est énorme, tu vois. Et évidemment, même avec des vertèbres saines et énormes, comme ces gros gars qui sont des gars qui sont génétiquement issus de buveurs de lait avec des structures osseuses énormes génétiquement, hein, et travailler en plus, puisque plus tu vas solliciter ta structure, plus tu vas la développer, hein. Alors tu développes des muscles, mais les pressions répétées vont aussi développer les os qui vont s'épaissir et, jusqu'à une certaine limite, vont renforcer un peu les disques, mais jusqu'à une certaine limite, hein, parce qu'à partir de la limite et le disque, il est niqué, hein. Et alors, pour revenir en arrière, c'est fini. C'est ce qu'on n'a pas compris, ces espèces de connards. Mais en fait, ce que les gens n'ont pas compris souvent, c'est que cette histoire d'adaptation, elle connaît ses limites, et clairement, on ne peut pas suradapter quelque chose. C'est-à-dire que souvent, on voit beaucoup en ce moment même des experts soi-disant qui nous conseilleraient de faire du squat avec les genoux qui avancent, mais à mort, c'est-à-dire des genoux qui vont complètement être de 20 ou 30 cm, à la limite même de décoller les talons. Clairement, ça peut être intéressant de travailler comme ça pour se renforcer au niveau articulaire et renforcer tous les petits muscles autour. Mais c'est clair que si on fait ça jusqu'à un certain niveau, on va clairement se blesser. Et l'adaptation, elle n'est pas infinie. Le principe du sport, c'est l'adaptation. Ouais. L'adaptation, c'est l'histoire de Milon de Crotone, qui commence, c'était l'ancêtre de la musculation, à Crotone, en Grèce. Alors, je ne me souviens plus à quelle époque, hein, tous les culturistes en parlent. Il a commencé par porter un veau et tout il portait le veau jusqu'au moment où son corps s'est habitué, et il a porté un taureau, et lui-même s'est développé en portant le taureau. Donc ça s'appelle la progressivité. Alors le zététicien découvre la progressivité qui existe déjà depuis des millénaires. Donc toutes les structures se renforcent jusqu'à un certain degré, hein, tout simplement, hein. Et souvent, on ne voit pas ces limites venir. C'est-à-dire que c'est Gundil qui dit ça, qu'on se renforce, mais on ne sait peut-être pas en même temps qu'on est en train justement de se détruire. Et ça, il faut toujours le garder en tête. Ouais. Si tu le refais marcher, il va se péter de partout, puisqu'il a les trames osseuses qui se sont décalcifiées, les tendons qui se sont ramollis, qui sont moins puissants. Il faut y aller tout doucement. Ça s'appelle la rééducation. Comme ce sont des ânes qui ne comprennent rien, ils disent qu'il faut faire, on peut faire du dos rond, on n'a aucune preuve que le dos rond est dangereux. Non, on sait que le dos rond est dangereux. J'ai fait des championnats à haut niveau, j'ai fréquenté les champions nationaux et internationaux, donc les meilleurs mondiaux, hein, et les entraîneurs des meilleurs mondiaux. Aucun entraîneur te dira de faire du dos rond, surtout rachis lombaire arrondi. C'est pas possible, tu vois, c'est extrêmement dangereux. Quelques individus peuvent le faire, hein, comme je dis toujours. Des exceptions. Des exceptions qui sont extrêmement, en général, ils ont des syndromes ou pas des pathologies, mais des syndromes que tu ne vois pas, hein, c'est-à-dire une vertèbre en moins, une autre soudée, ou ils sont énormes avec un gros bip qui est sur leur ventre. Tu vois, il y a des conformités osseuses qui peuvent être un peu. Des jambes très longues, ce qui fait que quand ils arrondissent, quand ils ont moins de porte-à-faux. Hein, c'est une sorte de bras de levier après. Hein, ouais, ça sert de bras de levier, mais tout le monde ne peut pas le faire. Hein. Quand on me dit, des mecs qui viennent me voir, tu te trompes, c'est honteux parce qu'ils entraînent des gamins dans des accidents graves. Un tel fait du soulevé de terre d'Oron, je dis peut-être, alors ils mettent Lara Gant, non, comment il s'appelle, Gant, un petit black qui a une scoliose. Mais ouais, j'ai déjà vu, avec des très longs bras là. Ouais. Très long bras déjà, il part déjà peu incliné. Si tu regardes bien, son rachis lombaire est droit et il n'a que le haut du dos avec sa scoliose. Donc le rachis thoracique qui arrondit, mais il est déjà arrondi à la base, et en plus il serpente son rachis thoracique à l'intérieur d'une cage thoracique, tu vois. Donc là, tu as une cage thoracique, tu vois bien que tout ça, c'est soudé, hein, ça ne bouge pas, tu peux d'une façon très limitée. Donc les risques de hernie sont moindres. En plus, les disques sont à l'intérieur beaucoup plus petits, hein, puisqu'il y a moins de poids à porter. C'est surtout sur les lombaires qui restent mobiles de par notre évolution. Par rapport aux singes, on s'est libéré au niveau lombaire parce que notre bipédie est une bipédie faite pour marcher,
un peu courir, mais surtout marcher longtemps. On n'est pas fait pour courir très longtemps, en vérité. On dit, il y en a qui courent très longtemps, mais il faut penser que le territoire, si tu cours longtemps, tu peux te niquer les chevilles. Donc tu cours, tu trottines, tu cours, tu trottines, mais tu n'es pas dans un marathon. Ça, c'est à partir de l'arrivée des routes, tu vois, des choses comme ça. Alors, il y a des petits blacks qui arrivent à très bien courir, puis aussi d'autres, hein, bien sûr, comme les Kenyans ou les Éthiopiens, qui sont spécialisés là-dedans parce qu'il y a un côté culturel, ça rapporte de l'argent, et en plus, ils sont génétiquement programmés pour ça, pour courir facilement. Mais arrondir le dos, c'est extrêmement dangereux. L'Aragante, lui, il peut le faire, mais pas sur le bas. Il y en a d'autres qui arrondissent un peu le bas, mais c'est extrêmement rare. Ce sont des exceptions, si tu veux. Et puis, c'est des champions et des exceptions. Il faut savoir qu'un disque, ça c'est un disque. Hein. Le disque, il est nourri, hein. Il est pas nourri, il est nourri par capillarité à cet endroit-là. Alors, il suffit qu'il y ait une petite altération au niveau de la jonction entre le disque et la vertèbre, pour que il est nourri par cette partie-là. Là, et c'est très vascularisé la vertèbre, et il y a beaucoup de, il y a pas de sang qui part dans la vertèbre, c'est par capillaire, c'est liquide, et la plaque terminale est ici au-dessus. Et les hernies, en général, ça vient d'une dégénérescence progressive de la plaque terminale, mais qui peut se régénérer aussi, puisqu'elle est tout le temps en train de s'abîmer, en train de se régénérer. Il y a souvent comme des pressions importantes qui peuvent l'abîmer. Hein. Si tu te reposes, elle va se régénérer, mais des fois, elle se régénère moins. Et du coup, la zone où la plaque terminale va être abîmée, les anneaux fibreux que l'on peut voir, alors c'est symbolique, hein, à l'intérieur, tu vois, c'est un ensemble d'anneaux fibreux, vont se détériorer, ça va être spongieux, moins résistant, et c'est par ces anneaux fibreux détériorés parce qu'il y a un problème en haut ou en bas de la plaque terminale qui va commencer à y avoir une détérioration du disque, et si tu fais une pression antéro-postérieure, ben, le nucleus pulposus qui est ici, hein, c'est de l'eau, donc ça a les propriétés d'un liquide, c'est incompressible. Hein. Voilà, l'air est comprimé, un liquide ne se comprime pas. C'est pour ça qu'on fait des presses hydrauliques. Hein. C'est de la mécanique. Les zététiciens sont des ânes qui ne comprennent rien, qui n'ont pas fait de mécanique, qui ne travaillent pas en usine. Ce que je fais, moi. Voilà. Et j'étudie en plus l'architecture. Parce que c'est intéressant pour l'humain et c'est très marrant. Hein. Donc, c'est à la propriété d'un liquide incompressible. Donc, s'il y a une pression antéro-postérieure, tu imagines bien que le liquide va chasser vers l'arrière et va détruire tous les éléments fibreux déjà fragilisés par des problèmes de croissance, par des petites blessures superficielles ou tout simplement par la dégénérescence due à l'âge et au ralentissement de la régénération des tissus due justement à notre programmation de destruction pour laisser la place à mieux adapter que nous au monde. Quand il y en a un qui part, un autre naît. Comme le monde change, ben, on fait naître, notre espèce fait naître, comme toutes les espèces, des individus mieux censés être supérieurs. Voilà. Hein, voilà. Donc après, c'est sélection génétique sur ceux qui sont les mieux adaptés, comme il y a des mutations aléatoires, hein, et en même temps, il y a de l'épigénétique, ce qui fait qu'on change à chaque fois. L'épigénétique, ça veut dire qu'en fonction du milieu, des gènes sont soit exprimés, soit inhibés, ce qui permet de t'adapter au milieu en fonction de ce que tu as vécu. C'est très récent, hein, on connaît ça, on avait beaucoup de mal hein, à comprendre ça, c'est grâce à l'imagerie médicale, comment ça s'appelle déjà aux ordinateurs qui analysent les données, et puis les microscopes à balayage électronique, tout ça, on commence à comprendre, mais on est bien loin de la compréhension générale. Hein, tu vois. Mais bon, c'est intéressant de voir que ça s'exprime en fonction du milieu. Donc Lamarck, il n'avait pas tort, hein, mais il n'avait pas totalement raison, bien sûr. La règle du darwinisme est réelle. Il y a une sélection des mieux adaptés au milieu. Voilà. Donc c'est tout le temps intéressant de le comprendre. Et pour le dos, c'est pareil. Ouais. On est en évolution. Alors, j'ai cru très longtemps qu'on était mal adapté à la position debout. C'est faux. On est très bien adapté. On a élimination les moins adaptés, bien sûr, des fois. La position assise peut faire mal, effectivement, longtemps. Ouais, c'est vrai qu'on voit beaucoup, en fait, même dans les études, que c'est la position prolongée qui pose problème, effectivement. Mais on a quand même une très bonne adaptation. Et le lombago, qui est une douleur classique, où il y a un blocage, c'est pas du tout une mauvaise adaptation du dos, parce que c'est une très bonne adaptation, en vérité. C'est-à-dire qu'au moindre étirement des éléments fibreux,
des éléments ligamentaires qui retiennent ça, qui participent à l'architecture, à maintenir le squelette et les muscles en place. C'est la trame architecturale, hein, pas celle qui est contractile. C'est celle qui est innervée le plus. Et dès qu'il y a ces petits ligaments qui s'étirent trop et qui vont à la limite de la déchirure, et ça envoie un signal nerveux qui fait que tout se contracte. Ah, j'ai mal. En vérité, c'est pour te contracter et avoir mal avant d'avoir une blessure beaucoup plus grave, ce qui fait un énorme arrachement ligamentaire, voire une hernie discale qui est prônée par la secte zététique, hein, qui vont à l'encontre, bien sûr, des recommandations du ministère du Travail et de la Santé, du ministère de l'Intérieur et de l'enseignement de la médecine, orthopédique ou traumatologique. Hein. Donc, ce sont des sales cons. Voilà. Ok, au moins, c'est dit. Et je comprends parfaitement, et en tout cas, c'est super intéressant. Et donc, de ce que je comprends, de ce que tu dis, c'est vrai que ce serait en fait un réflexe un peu d'autoprotection, un réflexe de sécurité de notre corps avant justement d'avoir une grosse blessure comme la hernie, par exemple. Voilà. Avoir mal au dos, ça t'évite d'être handicapé aussi. Et comme on est bipède, on a beaucoup plus de mouvements latéraux, on a la taille qui est séparée, qui est beaucoup plus éloignée d'un singe, par exemple, hein, d'un singe qui a pris mal. On est des singes, on est des singes bipèdes doués de la capacité de parler des notions de temps. Hein. On fait des outils, mais les singes en font aussi. Hein. On va rêver. Primaire, mais ils en font. Mais on a cette possibilité de lancer et de courir un peu, de marcher, et ça vient par les épaules qui vont rééquilibrer les mouvements de la marche bipède que le singe n'a pas. Il est bipède dans les arbres, ils sont gros, hein, un peu comme les chimpanzés. Les gorilles montent un peu moins, mais ils se redressent bien, ils sont costauds. Hein. Ils arrivent même à marcher en imitant leurs soigneurs ou en imitant les hommes à se redresser comme eux. Hein. C'est du mimétisme. Hein. Donc dans les zoos, on voit souvent des singes debout. Ici, ils marchent tôt, ils déforment leur squelette et leur rachis lombaire, hein, et cervical, et tu les vois marcher avec une parfaite bipédie qui est une bipédie de mimétisme. Sûrement, les premières bipédies de nos ancêtres étaient des individus proches des chimpanzés, à voir, différents, mais qui n'étaient pas si éloignés que ça physiquement, qui se sont redressés culturellement. Ils ont passé ce redressement qui a été un avantage énorme en savane, quand ils sont allés en savane. En jungle, c'est bien, hein, mais ce n'est pas fondamental. Ok. En tout cas, super intéressant de discuter déjà avec toi, hein, ça tu le sais, mais le fait que tu aies autant de connaissances, clairement, ça nous permet justement de mieux comprendre les choses. Donc déjà sur ce sujet du dos rond au soulevé de terre, qui j'espère en éclairera plus d'un, mais surtout par extension de comprendre aussi d'où ça vient, on va dire sur un plan chronologique d'où ça vient, ce que ça peut conduire, etc. Donc top. Et tu vois, moi Fred, alors je sais que tu le connais, on va en reparler sûrement après. Je viens de l'école, entre guillemets, alors j'ai pas eu la chance d'être coaché par lui, ni de le connaître, hein, mais de l'école de Marc Vouliot, donc qui était un grand entraîneur en force athlétique, un entraîneur international qui a amené vraiment des champions au plus haut niveau. Et clairement, c'était l'école du dos. C'est-à-dire que le dos devait être droit, placé, gainé. On travaillait avec vraiment un maintien du rachis lombaire et des vertèbres lombaires. Et clairement, il faut vous dire aussi que si vous arrivez... le dos rond, en fait, ça permet de mettre lourd. Donc, ça permet aussi, et au final, c'est pas bien, hein, mais de brûler les étapes. Et en fait, on va jouer sur les leviers et on va être capable de soulever plus lourd que ce qu'on pourrait faire avec un bon placement, avec un dos droit. Donc, clairement, c'est une forme de triche. Et c'est un peu la philosophie du lourd tout de suite en brûlant les étapes. Mais il faut bien vous dire encore une fois que si vous êtes en mesure de mettre lourd tout de suite sur vos premières années ou même en étant très très jeune, c'est qu'il y a souvent un problème et qu'il faut reprendre vraiment les bases comme là tu nous l'as expliqué et comme on est en train de parler. Bouillot, ça a été mon entraîneur de 19 à 23 ans, pendant pas loin de 4 ans. C'était mon entraîneur, j'étais dans l'équipe de Viry-Châtillon avec Marc Bouillot. Donc c'est celui qui m'a formé au positionnement et à monter sur quand même des grosses barres. J'étais naturel. Hein. Oui. À l'époque, il y avait beaucoup moins de stéroïdes en tout cas dans son équipe et même en power. Il y en avait quand même, mais c'était quand même moins généralisé. Donc quand un mec faisait des barres à 300, c'était énorme. Et quand un mec était touché,
c'était énorme. C'est quand même des barres énormes naturellement. Donc, Ah oui, non, mais c'est clair, faut remettre en contexte aussi. Un soulevé de terre à 300 kilos, on en voit presque jamais en salle en fait. Et clairement, une personne qui fait ça, tout le monde s'arrête, tout le monde la regarde. Et c'est vraiment exceptionnel, c'est hors norme en fait, tout simplement. les 300 maintenant, avec les produits, la GH, les produits que tu trouves sur Internet, et puis les compléments alimentaires multiples qu'on n'avait pas à l'époque, Oui. c'est quand même plus fréquent. Mais Marc Vouillot, il expliquait bien, pour ne pas se blesser, dos droit, la concentration était toujours maximum sur le dos. -dire, quand on fait des sports de force, on pense au dos. -dire, on pousse, mais on pense au gainage. On pense à ne pas arrondir le dos, c'est la base. Donc quand j'entends des connards, des zététiciens disent faut arrondir, on a prouvé que c'était pas dangereux, des études ont prouvé que c'était pas dangereux, c'est un blasphème, quoi. Mais en fait, oui, ça va clairement à l'encontre de la biomécanique, des lois physiques et au final de ce qu'il faut faire vraiment pour ne pas se blesser, pour être efficace aussi, mais surtout pour ne pas se blesser. Et c'est impossible de laisser dire ça, ouais. Je ne peux pas dire qu'on ne peut pas s'entraîner léger. J'avais encore ces carnets, je me souviens. Marc Vouillot rajoutait dedans du relevé de buste d'Oron, tu vois, pour travailler les petits muscles et étirer les petits muscles paravertébraux, tu vois. Ah bah oui, non, mais c'est sûr que au final, en prévention, ça peut être super intéressant si c'est fait de manière légère, pardon. Et donc, comme on aime le rappeler aussi, il faut respecter cette règle de la progressivité, et c'est ce qui est le cas ici. Et clairement, quand on parle là, ce que tu dis, de travailler dos rond sur du léger ou autre, c'est encore une fois sans surcharge, et c'est fait de manière très légère par rapport au potentiel de force qu'une personne a sur son deadlift. Si on fait du soulevé de terre à 200 kg en série, on va peut-être le faire au poids de corps si c'est des extensions au banc ou avec 10 kg, quoi, mais vraiment très léger. Et il faisait comment d'ailleurs? Il faisait quoi? C'était des relevés au poids de corps? Très léger, avec un petit poids dans les bras. Je veux dire, c'était ça. On pouvait éventuellement ce qu'ils appellent maintenant du Jefferson curl. Tu vois, Ouais, c'est ça. Curl, c'est le mec il a découvert le Graal. C'est du délire, quoi, tu vois. Et non, mais c'est des tarés. Faut voir que les mecs, ils ont brandi 2 études. Je les avais pas regardées. Et après, je suis allé les voir. Ils ont sorti 3 études. Une sur des avironneurs. Je dis, mais quel rapport avec le power? Déjà. L'autre, ils m'en ont envoyé 2 autres en disant, regardez, c'est la preuve qu'on sait pas mal, qui a été fait sur des gens qui s'entraînaient avec des poids de 14 kg 400, 14 kg 400, 28 étudiants à 14 kg 400 pendant 2 ans, donc 28 étudiants, donc des mecs jeunes, et ils se sont aperçus que ceux qui arrondissaient le dos en soulevant une centaine de fois en poids par jour à 14 kg 400 avaient un renforcement du dos plus important que ceux qui ne soulevaient pas qui ne soulevaient en ayant le dos droit. Mais c'est 14 kg 400, une barre à vide, c'est 20 kg, et les mecs montent à 500. C'est-à-dire, les mecs sont des tarés, et c'est avec ça qu'ils te font une analyse. Et ensuite, ils m'ont envoyé une étude qui était à 11 kg. 11 kg en Finlande, alors ça c'était plusieurs centaines de mecs qui ont porté des caisses de 11 kg, des travailleurs qui portaient de la manutention. Ils se sont aperçus qu'il y avait un petit renforcement quand tu faisais de rond, mais c'est 11 kg. Ah ouais, non, mais là, c'est même pas comparable. On est sur 20 personnes, et au final, quand on y pense, l'étude elle est archi pas parlante, mais c'est peut-être justement plus parce que si ces personnes ont eu un meilleur renforcement du dos, si elles l'avaient fait dos droit, elles auraient peut-être eu un meilleur renforcement des cuisses. Donc clairement, et encore une fois, ça veut pas dire que en se renforçant, on va contre les blessures. On peut très bien se renforcer et se détruire en même temps, comme on l'a dit un petit peu plus tôt. C'est extrêmement dangereux. C'est tous les mecs qui se blessent en compétition, c'est quand ils déverrouillent le dos. Tu vois, si tu soulèves lourd, tu es là bien placé, d'un seul coup, une faiblesse, tu déverrouilles, t'arrondis, crac, oh la douleur. Alors souvent, c'est plus un lumbago, c'est-à-dire un étirement ligamentaire qui entraîne une contraction réflexe extrêmement douloureuse pour protéger tout le reste, mais tu ne peux plus rien faire. Hein. Et souvent, c'est parce qu'il y a un petit déchirement, mais les hernies sont quand même, il y en a, mais c'est quand même plus rare. Il y a beaucoup d'intermédiaires. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des protections quand même, mais il ne faut pas tenter le diable. Ce sont des mecs. Et je me souviens j'étais encore là, mais ils t'attaquent, hein, ils t'envoient des milliers de mecs à t'attaquer, la tronche en biais. C'est des milliers de mecs, hein, vous ne connaissez rien. Le problème, c'est que
si c'était que ça, mais c'est qu'il est payé par l'État, mais c'est surtout que ça entraîne des pathologies lourdes. C'est-à-dire, c'est pas des youtubeurs qui s'affrontent en disant connard, machin, tout ça. Non. Et le mec vient me dire des conneries. Derrière, il y a des gamins qui écoutent et qui finissent à l'hosto. Ouais, c'est ça. En fait, Qui arrêtent la muscu et qui ne pourront plus jamais faire de muscu parce qu'ils ont généré un déchirement qui, avec, des fois même pas grave, mais avec une douleur résiduelle qui est due à une inflammation du nerf permanente sur une petite cicatrice fibreuse qui va frotter, qui va l'handicaper à vie, même s'il n'y a pas de hernie. Ouais, bah moi, tu vois, j'avais vu un truc sur des cochons morts, là, où ils calculaient justement la pression que ça mettait sur la colonne et tout, enfin, et des trucs... Ils sont des malades, tu vois, c'est grave. Je me souviens de la tronche en biais qui vient sur ma chaîne, méfiez-vous de Delavier, il envoie... Ce n'est pas si évident que ça, regardez cette étude, et il envoie une étude longue comme ça, je la lis, l'étude explique que léger, c'est pas dangereux, je vais jusqu'à la fin de l'étude, et à la fin de l'étude, il était dit, alors je me suis amusé à traduire, hein, ne faites surtout pas de soulever lourd, dos lourd, dos rond, avec un mouvement rapide, avec des charges extrêmes et rapides, ça devient critique et c'est dangereux. Mais les mecs, ils t'envoient ça. C'est une étude qui leur tire une balle dans le pied et ils t'envoient ça. Enfin, c'est un truc de fou quand même. Enfin, c'est même pas compréhensible au final. Ils t'envoient quelque chose qui prouve qu'ils ont tort et que toi, t'as raison. Donc au final, ils lisent pas, quoi. C'est pas dangereux à un endroit, sauf en lourd. Et je lui ai répondu, écoute, tu viens pour m'humilier sur ma chaîne, tu regardes même pas, tu ne connais que les peupliers, hein, tu viens dire ça, tu aurais mieux fait de lire l'article jusqu'au bout. L'article dit comme moi, humilié le mec. Le problème, c'est qu'il est payé par l'État, il dit que je le harcèle, alors que pendant 2 ans, j'ai pas répondu à leurs attaques, lui et j'ai Confit, hein, il m'insulte, c'est un con. Tu vois, et il blesse les gens, il m'insulterait comme ça, je m'en fous, mais il m'insulte, il me contredit, mais avec ça, il blesse les gens, on est dans un autre domaine. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, si ça le concerne que lui et ses potes, enfin, c'est pas grave en fait. C'est eux justement qui vont avoir les préjudices de ce qu'ils proposent. Ça va les blesser eux. Mais par contre, dès lors que, effectivement, comme tu le dis, si c'est d'ordre public et que c'est un conseil qui est donné au plus grand nombre et en plus que c'est soutenu par l'État ou autre, clairement, c'est pas permissible du tout et on comprend même pas pourquoi c'est le cas en fait. Et les mecs sont payés par l'État, c'est-à-dire qu'il a sa place de prof de zététique à Nancy, donc c'est moi qui le paye, donc je paye un mec qui vient m'insulter, dire que ma méthode pue du cul. La méthode pue du cul, le mec vient d'être pris en Corée là, non mais il est con le mec, hein. Je suis pris aux États-Unis, je suis pris en Corée, je suis pris en Chine, comme en France aussi. Mais tu sais, ce qui me fait rire quand même, c'est que, alors, je veux pas, le but c'est pas de faire un procès du tout, bien évidemment, mais en fait, il t'envoie une étude. Enfin, pour moi, c'est comme si t'envoyais une étude à Gundil et que tu lui disais, regarde les BCA, ceci, ou en fait, vous êtes des personnes qui étudiaient et qui avaient tellement étudié que, enfin, limite, c'est un manque de respect, quoi. Mais je pense que ça doit vous faire rire, quoi, au final. Oui, parce que moi, les études, elles me gonflent un peu. La mécanique le prouve. J'ai même pas besoin de faire ça. J'ai même pas besoin d'aller plus loin, tu vois. Et les mecs vont jusqu'à dire, maintenant que je les harcèle, pendant 2 ans, je dis rien. Je dis non, je te lâcherai pas tant que tu n'enlèveras pas la vidéo. Et quand tu t'excuseras pas, parce que vous êtes des malades. C'est tout. Donc, je ne veux pas me permettre de laisser ça passer, tu vois. Alors là, les mecs disent que je les harcèle, on va l'attaquer en justice. Il fait une demande et il récupère 110 000 ou 120 000 euros pour m'attaquer en justice, moi, et pour se défendre d'Abercade. 120 000 euros, hein, ou 110 000. Dans des grands comptes, l'ennemi public numéro 1, le mec, c'est lui qui blesse les gens. Comme j'ai dit, hein, je veux dire, si j'ai un juge qui m'appelle pour me dire ça, je lui dis, écoute, c'est moi qui te paye, va te faire enculer, connard. Je veux dire, tu ne représentes pas la justice. Hein. La justice, c'est ce qui est juste. Hein. Ceux qui blessent les gens comme ça, qu'on lui dit d'arrêter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, qu'il continue, c'est que c'est un danger, si tu veux. Tu vois, il faut faire des erreurs, ça arrive. Des mauvais enseignants, il y en a partout. Des erreurs, tout le monde en fait. Il m'est arrivé d'en faire quelquefois. Un homme censé le dit, c'est le propre de la science, hein, c'est de se tromper et de rectifier. Hein, c'est ça avance toujours comme ça. Mais là, refuser, hein, c'est honteux. Quoi. Ouais, bah après, c'est clair que c'est des personnes, voilà, en mal de reconnaissance, qui ont un problème d'ego, qui veulent des vues, et voilà. Et non, mais c'est surtout qu'il a compris que la polémique et l'attaque rapportaient plus en voix, en regard et en visibilité, tout simplement. Et en argent, puisque tout le monde l'a soutenu tout à fait. alors qu'il avait tort. Je veux dire, soutenu contre moi, je veux dire non.
t'es un mec qui blesse les gens, c'est tout. Insulte et t'es un mec qui blesse les gens. Voilà, et tu me diffames. Ça s'arrête là, tu vois, et soutenu par une bande de mecs qui ne font pas de muscu, hein, bien sûr, qui sont des pauvres types en général. Hein. Les mecs qui sont bons en sciences, hein, ils ne sont pas là, hein, ou ils sont dans les labos. Ils sont partis à l'étranger, récupérés en Allemagne ou en Hollande par le Max Planck Institut, je ne sais pas, moi, dans la Silicon Valley, récupérés par Israël, ou même les Chinois. Hein. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair que je veux bien entendre qu'ils aient beaucoup mieux à faire que des débats, on va dire, des débats à la con comme ça, où clairement, voilà, déjà, c'est même pas un débat, hein, comme on a dit, je suis totalement d'accord avec toi, mais clairement, enfin voilà, ça n'a aucune utilité pour la personne vraiment érudite ou vraiment calée, spécialiste dans ce domaine-là, d'aller faire ça sur Internet, quoi. Déjà, c'est honteux. Et bah oui, je regarde leurs vidéos, 400 000, quasiment 400 000 vues contre moi. Quand j'ai la haine, bah oui, j'ai la haine contre toi parce que j'ai pas de haine contre l'individu. C'est la vie qui rend les gens immondes, c'est la vie qui rend les gens immorales. Un petit bébé, ça n'est petit bébé. Ceci dit, quand je vois qu'une vidéo, c'est lui, hein, haineuse contre moi, fait 400 000 vues, quand je vois un mec du Collège de France qui est un des responsables en génétique à l'Institut Pasteur, qui est génial, hein, Luis Cantena Murci, regardez ses vidéos sur la diversité génétique, il parle de sport, hein, le mec. Hein. Quand Garcimore, c'est un comique de mon époque, parce qu'il est espagnol des Baléares, je crois, et c'est génial, en plus il vulgarise bien, avec un accent espagnol, mais il est super sympa, le mec. Quand il fait des c'est comment, tu dis 400 vues, alors qu'il est bon, c'est Luis Cantena Murci, je crois, Cantena Murci. Tu vas voir, c'est marrant, hein. Au début, il faut s'habituer à l'accent, mais dès que tu as l'accent, c'est de la vulgarisation de haut niveau. Et même c'est pas de la vulgarisation, c'est du haut niveau, simple à écouter. Voilà. Super intéressant, ouais. Oh, mais il y en a d'autres. Il y a une nana, là, que je me souviens plus de son nom, qui était pas mal aussi en sciences de la vie. Un peu moins bonne en anatomie, mais très bonne en génétique. Il y en a. Hein. Ouais, bien sûr, non, mais carrément. De toute façon, chaque personne, chaque spécialiste a ses spécialités, comme le nom l'indique, spécifiques, et clairement, voilà. C'est super intéressant en tout cas. Dieu est paix sur terre. Allez, salut les jeunes. Et les Ciao. jeunes.